On fait clap à papa? Regarde Yana. Yana, attention, attention, clap. Alors moi c'est Mélodie, donc j'ai 30 ans, maman de 3 enfants et un enfant bonus. Quand je t'ai vu pour la première fois, après quelques heures de dur travail coopératif, après quelques mois de ce long périple en duo, après ces milliards de questions sur ce qui était bon ou mauvais, digne ou non, blanc ou noir, tout est devenu clair, une évidence. T'accompagner sur cette route pour le meilleur et pour le pire, s'en suivit des multitudes d'évidences, de cœur à cœur, d'âme à âme. La première repose sur celle qu'une voix inconnue, dans cette salle de naissance, avec une tessiture douce et bienveillante, te pose. Souhaitez-vous nourrir votre enfant au sein, ou je vous apporte un biberon? Alors j'allaite Léana depuis donc bientôt 14 mois. Le 22 avril, on sera à 14 mois d'allaitement. Non, j'ai pas allaité mes autres enfants parce que j'ai pas pu les allaiter. Parce qu'à l'époque, ma fille, j'avais 20 ans quand je l'ai eue. À cette époque-là, je me renseignais pas forcément sur tout ce qui était bien fait de l'allaitement, sur comment ça fonctionnait. Enfin sur rien du tout en fait. Et à la maternité en fait la première chose qu'on m'a dit c'est en fait vous avez des seins et des tétons qui sont trop petits donc ça marchera pas. Et à cet âge-là, et puis avec le peu d'informations que j'avais, j'ai pas cherché à comprendre. En fait, je me suis dit c'est des professionnels. On me dit que je peux pas, donc je peux pas. Et du coup, pour mon fils, ça a été exactement le même problème 1 an et demi après. Donc du coup, malheureusement, je n'ai pas allaité les 2 premiers par manque d'informations ou plutôt par désinformation en fait. Alors oui, il y a eu des difficultés au début de mon allaitement. Déjà au niveau des douleurs, parce que arrivé à un certain moment, donc pas tout de suite dès le début, mais peut-être une semaine, au bout d'une semaine, j'ai commencé à avoir des douleurs, donc dites normales en fait au début, et sauf qu'elles ont perduré, et puis l'intensité devenait de plus en plus importante. Et j'ai failli arrêter carrément l'allaitement parce que ça devenait insupportable. Mais avant ça, on a quand même fait appel à une conseillère en allaitement et ça a été la solution parce qu'elle m'a permis en fait de trouver des solutions à ça, de comprendre pourquoi j'avais ça, de trouver des traitements qui m'ont permis en fait, avec un peu de temps bien sûr, que tout ça se remette en place correctement et puis aujourd'hui arriver à 14 mois d'allaitement avec plus aucune douleur, mais absolument aucun problème en fait. Au niveau du fait que ce soit du... Tiens ma puce. 2 secondes, je lui donne. Hop. Alors au niveau de la différence entre les deux, moi je la vois alors déjà dans son état de santé général, c'est vrai que ça a été quand même beaucoup mieux que les premiers. Alors non pas que les premiers étaient très souvent malades ou quoi, mais simplement que je vois que les peu de fois où elle est tombée malade, c'est vrai que c'est passé relativement assez vite. Donc je pense que les anticorps qui passent dans le lait maternel ont effectivement eu un impact favorable. Après, au-delà de ça, il n'y a pas que les effets du lait maternel en lui-même, il y a surtout le lien qui se crée avec l'enfant qui est totalement différent. L'allaitement, c'est quand même un moment assez unique. Et du coup, c'est vrai que c'est des petits moments que j'ai pas pu forcément avoir avec les grands, qui rapprochent. Oui, alors je pense que en effet la
l'incitation avec les pubs, comme tu dis, avec la sortie du lait maternisé, la création du lait maternisé, a forcément joué un rôle. Alors qu'une femme elle veuille pas rester mère au foyer tout le temps et qu'elle soit active, ça voilà, c'est très très bien. Sauf que aujourd'hui on sait qu'il y a énormément de possibilités pour ne pas stopper un allaitement et de passer au lait maternisé simplement pour une reprise de travail. Sauf que, encore une fois, c'est toujours un souci d'information. Aujourd'hui, une femme, elle peut tirer son lait, elle peut donner le lait, elle ou quelqu'un d'autre en fait. Par exemple, on le fait garder par une nounou ou par le papa quand la maman doit être pas présente. Il y a des solutions pour donner le lait tiré à un enfant. Il y a des moyens comme le DAL par exemple. D'autres personnes peuvent donner ce lait autre que la maman et qui peut lui permettre de reprendre une activité ou de faire autre chose que donner le sein à l'enfant. Et malheureusement dans les années je pense 70, alors après je me trompe peut-être mais je pense pas qu'à l'époque il y avait autant de solutions pour pouvoir donner son lait en fait à un enfant. Donc à cette époque-là, oui, si la femme voulait être plus active, et ben voilà, la solution du lait maternisé, et c'était la facilité, c'était la solution. Au jour d'aujourd'hui, on en a d'autres des solutions. Donc je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas assez bien renseignées et qui font le lait maternisé parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles doivent reprendre une activité, parce qu'on leur dit il faudrait donner un biberon de temps en temps pour pouvoir vous soulager, voilà, et que ces femmes ne connaissent pas toutes les solutions qui peuvent être à côté. Après voilà, il y a aussi les femmes qui n'allaitent pas parce que c'est un choix. Dans ce cas-là, ça on le respecte totalement. Il y a des femmes qui veulent donner du lait maternisé parce qu'elles ne veulent pas allaiter. Mais c'est un choix. Voilà, et il y a celles qui le font par obligation parce qu'elles pensent que c'est la seule solution pour pouvoir reprendre une activité. Et là malheureusement c'est la désinformation qui est en cause. Là je pense que c'est mitigé, il y a un peu de tout parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui malheureusement eux-mêmes sont mal informés ou qui vont donner je prends un exemple à la maternité pour Léana. La sage-femme m'a dit, parce que Léana se réveillait la nuit donc comme n'importe quel bébé, et la sage-femme m'a dit que pour pouvoir qu'il fallait absolument espacer les tétées de 3 heures et que si elle avait faim entre temps il fallait que je lui donne la tétine. Rien que ça. Quand on est assez informé, on sait que voilà, l'allaitement, il n'y a pas d'heure. Un allaitement, c'est à la demande. Donc laisser 3 heures entre chaque tétée, déjà c'est une désinformation. C'est totalement faux en fait. Et en plus de ça, la deuxième chose qu'on m'a demandé de faire, c'est de donner la tétine. C'est pareil, quand on allaite, quand on veut qu'un allaitement fonctionne, surtout dans les premiers temps, il ne faut prendre aucun risque. Et la tétine, c'est un risque de comment on appelle ça, de confusion. Voilà, parce que effectivement, dans l'allaitement, il y a quand même des risques de confusion et malheureusement quand l'enfant confond, et ben en fait ça compromet l'allaitement. Du coup voilà, déjà rien qu'à la maternité il y a des personnels soignants qui sont pas assez bien informés sur le sujet. Après il y a aussi Internet où on trouve de tout et n'importe quoi. On peut trouver tout et son contraire en l'espace d'un seul article. Donc voilà, je pense que quand on veut être bien informé, il faut trouver les bons professionnels. C'est pas forcément très pratique. Mais il faut vraiment chercher, trouver les bonnes donc les bons professionnels, mais les bonnes associations
organisations qui peuvent justement renseigner les femmes et les aiguiller vers tel ou tel spécialiste. Alors en association, ce serait la Leech League. Vraiment très très bien en tout ce qui concerne l'allaitement, la parentalité en général en fait, mais l'allaitement. Et après de vraiment suivre tout ce qui est recommandations de l'OMS. C'est voilà, parce que les médecins généralistes, c'est pareil. Il y a un peu de tout, il y en a qui sont formés à l'allaitement, d'autres non. Donc on peut entendre tout et son contraire, comme nous on a pu entendre pour Léana des choses à faire et surtout à ne pas faire. Et du coup vraiment suivre les préconisations de l'OMS, c'est important. Alors si j'ai un conseil à donner, franchement ce serait d'avoir confiance en soi, confiance en son enfant et surtout de ne pas écouter en fait les personnes qui peuvent critiquer, de ne pas écouter tout ce qu'on peut entendre et de bien se renseigner. Surtout parce que l'allaitement ça doit être un choix, il faut pas que ce soit une obligation. Faut vraiment être consciente de ça. C'est du temps, c'est de l'énergie, c'est sûr. Mais après c'est que du bonheur. Donc faut vraiment que ce soit un choix. Faut vraiment avoir envie de le faire, être bien entouré. Pouvoir en discuter quand même aussi avec le papa pour voir avec lui et pouvoir trouver avec lui parce qu'il y a beaucoup de papas qui se sentent mis à l'écart vis-à-vis de l'allaitement. Beaucoup de papas qui pensent que l'allaitement c'est un lien du coup entre la mère et l'enfant et qu'il n'a pas sa place. Alors que l'allaitement c'est une histoire de famille. C'est vraiment c'est tout le monde a son rôle à jouer et il n'y a pas que les moments d'alimentation où le papa peut être présent pour son enfant. Donc c'est vraiment en discuter beaucoup en amont. Et puis après voilà, laisser faire les choses et vraiment être entouré des bonnes personnes. Merci. De rien. Tu dis au revoir. Au revoir. Une affirmation s'imposa en moi. J'étais devenu une parmi toutes ces femmes qui décidaient de vivre sa maternité avec une liberté certaine, mais avec la conscience que ce choix d'alimentation allait soulever maintes et maintes interrogations, combats et croyances. J'étais une nouvelle pierre à l'édifice de cette acceptation profonde du droit à l'alimentation libre pour tous, sans contrainte, sans encombre, et tous ensemble nous y arrivons. Et toi, tu en étais l'espoir.